Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Étienne Verrier, directeur général adjoint d'AgroParisTech. Donc, chers étudiants, monsieur le ministre, monsieur, mesdames les intervenants, chers collègues, donc au nom de Laurent Buisson, directeur général, je suis très heureux d'introduire cette table ronde sur le thème de s'engager pour la biodiversité. Donc, sur ce thème, on retrouve deux mots forts qui sont chers à l'établissement général et chers à l'enseignant-chercheur que je suis en particulier. Donc la biodiversité s'effondre sous nos yeux, à un rythme jamais connu dans l'histoire du vivant sur Terre. C'est dommageable en tant que tel. C'est dommageable aussi parce que notre agriculture et notre alimentation dépendent de la biodiversité. Donc nous sommes appelés à des changements systémiques, à des transitions, notamment transition agroécologique, transition alimentaire. Et cela va demander en fait du courage à tout un chacun dans ses actes de la vie quotidienne, mais aussi, puisque on appelle à des changements systémiques, eh bien, à des évolutions fortes, pas à des mesurettes, et puis aux décideurs, à quelque échelle qu'ils soient, dans la hiérarchie des décisions, eh bien, du courage. Je remercie les organisateurs et organisatrices de cette réunion. C'est une forme d'engagement. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue en particulier à ceux qui ne sont pas de la maison. C'est un plaisir de voir cette tête que je n'ai pas vue depuis un bon bout de temps. Si je vous pose la question, pourquoi protéger la biodiversité? Vous avez tous une réponse à me donner, plus ou moins précise. En l'occurrence, plus précise si vous êtes de la maison. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est un peu plus épineuse que ça. C'est le comment, au-delà du pourquoi. Et ça, je vous propose qu'on le fasse avec trois intervenants qui sont issus d'horizons radicalement différents. Je leur laisserai le buzzer se présenter, mais laissez-moi vous donner un bref déroulé de ce qui va se passer. D'abord, je vais laisser M. Blanquer et Pauline faire une présentation du laboratoire et des engagés qui sont partenaires avec nous sur l'événement, avec Agora Salé, qui s'occupera de la modération de la table ronde qui aura lieu ensuite. Après cette table ronde, vous pourrez participer à une session de questions avec tout le monde. Et après cela, il y aura un petit cocktail. Merci à vous, passez une bonne soirée. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je ne veux pas être trop long parce qu'on est 4 après l'introduction, donc ça risque d'enlever la biodiversité de cette conférence. Je suis très heureux d'être là. D'abord, de l'être avec vous tous qui êtes ici, avec les engagés, les partenaires du laboratoire de la République, et qui est avec des objectifs très communs entre le laboratoire de la République et les engagés, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens, et plus particulièrement les jeunes citoyens, soient engagés dans la cité, engagés dans des débats comme ceux que nous allons avoir ce soir. Heureux de voir la Fondation de la Mer, parce que j'étais dès le début de la création de la Fondation, et on sait bien que sur le sujet de la biodiversité, la mer est le sujet central, matriciel, je crois qu'on peut utiliser ce mot, et donc c'est important que nous en parlions ce soir. Et puis très heureux d'être avec nous les ambitieuses aussi, puisque là aussi c'est pareil, que ce soit du temps que j'étais ministre ou à d'autres moments, j'ai toujours été aux côtés de nous les ambitieuses, puisque je porte les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Et c'est important ce soir de se retrouver avec vous, comme vous l'avez dit, dans cette démarche d'engagement, parce que ces sujets-là réclament de l'engagement civique et en même temps de la connaissance. On est évidemment dans un lieu éminent pour les connaissances sur un tel sujet, et que nous devons avoir beaucoup de volontarisme, à la fois beaucoup de lucidité, vous l'avez dit, et en même temps cette lucidité nous oblige à une certaine inquiétude, à avoir du volontarisme, notamment sur un sujet comme la biodiversité, où quand même l'action humaine peut avoir un impact à court terme, à moyen terme et à long terme, ce qui en fait un sujet un peu différent du sujet du climat, même si les deux sujets sont interdépendants. Et donc pour moi c'est très important que ça commence par l'éducation, d'où tout ce qui a été fait ces dernières années. Vous en êtes déjà un peu introduit tout ce qui est fait depuis une vingtaine d'années pour que dans le système scolaire il y ait une sensibilisation et même un approfondissement sur le sujet. La question de l'approfondissement scientifique est justement quelque chose d'essentiel, parce qu'on a besoin de ne pas être sur juste des discours superficiels en la matière, mais savoir de quoi on parle et avoir de plus en plus de professionnels capables de tout simplement être des professionnels
professionnels de la biodiversité, donc des métiers qui sont engagés dans la biodiversité. Et puis ce qui me paraît essentiel pour la biodiversité, c'est qu'il y ait de l'action qui permette le renouvellement de la biodiversité. Autrement dit, ne pas être simplement sur la défensive, c'est-à-dire comment on diminue les dégâts, comment on empêche que la pente soit trop forte, mais vraiment avoir des initiatives qui, sur le terrain, localement, comme j'en connais un certain nombre et j'agis dans un certain nombre de cas, pour qu'il y ait du renouvellement de la biodiversité sur des lieux. Alors, si je prends le système scolaire, par exemple, c'est 60 000 implantations. Chaque fois qu'il y a une initiative de potager, de développement des ruches, de développement de l'habitat des animaux, de nettoyage des forêts, de replantation, etc., souvent en lien avec les communes, c'est très significatif, non seulement sur le plan qualitatif, mais même sur le plan quantitatif, quand on engage 12 millions d'élèves, 1 million de professeurs et tous les lieux qui vont avec dans des démarches de biodiversité. Donc je crois que c'est un exemple évidemment parmi bien d'autres, mais on peut se retrousser les manches sur la biodiversité, j'en ai la conviction. Évidemment, j'espère que je vais être renforcé ce soir en vous écoutant, parce que comme l'a dit Thomas tout à l'heure, c'est pas seulement un sujet de pourquoi, c'est vraiment un sujet de comment, et donc on doit être très pragmatique, très concret sur une telle question, et c'est le sens de cela ce soir. Et c'est pourquoi le laboratoire de la République s'engage beaucoup sur les sujets d'environnement. On était avant-hier soir à Lille sur un sujet voisin, où là aussi la question était de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et comment la jeunesse, notamment par les métiers qu'elle se choisit, par les formations qu'elle fait, comme c'est le cas pour vous, eh bien, va contribuer à cette amélioration des choses. C'est possible, mais ça suppose de l'engagement, de la sensibilisation et de la spécialisation. Donc merci à vous tous pour votre accueil et je me réjouis que vous écoutez maintenant. Merci beaucoup. Et je termine en disant que le laboratoire de la République est ouvert à tout le monde. Thomas l'a un peu dit, mais c'est fait pour que, si on est là ce soir, c'est aussi pour qu'il y ait pas seulement la conférence de ce soir, mais des lendemains, des débats, une diversité d'approches évidemment à l'intérieur du laboratoire. Et c'est fait pour articuler les connaissances aussi, c'est-à-dire aussi bien les sciences dures que les sciences sociales, au service des idéaux républicains, qui sont des idéaux de liberté et aussi d'une planète durable. Donc merci à vous tous. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là déjà, merci de nous permettre, Thomas, de vous engager, de participer à cet événement. Vous l'avez dit, M. Blanquer, la biodiversité et l'écologie en règle générale, c'est des notions, c'est des thèmes qui en touchent énormément d'autres. Nous, chez les engagés, on promeut l'engagement en règle générale, l'engagement entrepreneurial, l'engagement politique. Ça part d'un constat, les jeunes s'engagent moins, les jeunes ne votent plus, les jeunes ont peur de la politique ou s'en méfient. Donc nous, notre rôle, en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser la jeunesse, de pousser les jeunes de 16 à 35 ans à s'engager, à comprendre que leur parole compte, à comprendre qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils peuvent être aidés dans ce sens-là. Pour ça, on a plusieurs manières de faire, on a des conférences comme ce soir, on a des masterclass, on a des débats, des concours d'éloquence, mais on pense que ça ne suffit pas. L'événementiel, c'est beau, mais c'est pas assez. Donc pour ça, on a créé une Septiolab. Une Septiolab, c'est un incubateur de projets qui aide les jeunes à produire des applications, à produire de l'entrepreneuriat, à produire. Et à assumer qu'ils ont un rôle dans la société, qu'ils ont une voix, et qu'il est important qu'on les écoute. Aujourd'hui, les engagés, c'est 300 adhérents, c'est 12 antennes partout en France. C'est écrit sur le site, mais je le répète quand même, c'est des engagés Île-de-France et pas Paris. Notre but, c'est vraiment de toucher tous les jeunes, de toutes les classes sociales, de tous les secteurs, qui ont toutes les idées, et de les faire rencontrer, et de leur permettre de faire quelque chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour éviter de tourner en rond pendant 10 minutes, mais merci à tous pour votre présence, et bonne soirée. Bonjour à tous. Donc Virginie Atlan, Philippe Valette et Antoine Verderin, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Donc pour commencer cette table ronde, pourriez-vous vous présenter tout d'abord en quelques mots? On est bon, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis Virginie Atlan. Moi j'ai une carrière de 17 ans dans le privé. J'ai eu la chance de m'épanouir dans des missions nouvelles à chaque fois, dans
une grande compagnie d'assurance. Et j'ai choisi de réorienter ma carrière professionnelle 17 ans après au service d'une collectivité pour partager mes réseaux et mon expertise, une manière à moi de m'engager dans le sens de l'intérêt général et à l'endroit des citoyens. Voilà, c'était le bon moment. Je pense que c'est quand tout va bien qu'il faut changer. Et engager en parallèle de mon activité, le fait de rejoindre la collectivité publique, c'était pour moi une façon de mettre à profit toute cette expertise et d'avoir une activité qui soit de l'engagement quotidien. Et en parallèle de quoi, j'ai créé une association maintenant il y a 4 ans qui s'appelle Nous les Ambitieuses, avec un collectif de filles engagées tout comme moi dans des métiers culturels. Et on a initié au départ ce mouvement, mais qui s'adresse à tout le monde. On n'est pas là que pour les femmes. On a des projets, on en a 3 grands renouvelés tous les ans, avec un concours d'écriture et de dessin, dont on parlera, je pense, ce soir, qui s'adresse à la jeunesse mondiale, en langue française, pour l'écrit et le dessin pour les plus jeunes. Mais ce concours est ouvert des classes du collège au post-bac et grandes écoles, avec cette volonté de recueillir votre vision et votre ambition sur les métiers d'avenir, les solutions bleues ouvertes. De quelle manière est-ce que vous avez choisi de vous engager pour contribuer à préserver nos ressources, la planète, l'océan, au travers donc, de ce concours. Vous allez pouvoir nous le raconter, et les 100 lauréats seront exposés. On va pour la première fois animer ce concours sur 2 années, avec un point d'étape en juin 2024 et un autre point d'étape en 2025 pendant le sommet mondial de l'océan. Le prince Albert dévoilera avec les chefs d'État à Monaco les 100 lauréats mondiaux en langue française ou de dessin. C'est une première mondiale que d'exposer cette vision de la jeunesse mondiale au travers de quelle manière vous souhaitez vous projeter, vous engager pour protéger la planète, l'océan. Voilà. Pour le projet en tout cas qui nous occupe ce soir. Sinon on a 2 autres projets pour vite vous les présenter, que sont une pièce de théâtre qui s'appelle Vivante, qui a été créée par Elie Chouraki, d'après de vrais témoignages de femmes, et qui est là pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes, aux enfants. Et on a cette volonté donc de sensibiliser contre ce fléau et en même temps de faire bouger les lignes avec un réseau d'experts assez fort, puisqu'on arrive à faire bouger l'axe législatif, on en est ravis. Cette pièce est gratuite pour le public. On la diffuse dans les entreprises, dans les théâtres, dans les universités. On pourra revenir ici vous la diffuser. Et puis on a un autre projet qui est la valorisation, la scénarisation de l'engagement. Je crois qu'il faut vraiment mettre à l'honneur l'engagement citoyen. Et tous les ans, nous valorisons 6 jeunes qui ont initié une démarche solidaire, éthique et responsable dans leur environnement. Et donc vraiment, on met à l'honneur ces 6 personnes qui reçoivent un trophée réalisé par un artiste contemporain connu. Tous les ans, on y tient. Que ce soit vraiment quelque chose d'important, qui soit un honneur à valoriser et à montrer. Et notre souhait, évidemment, étant que l'engagement se modélise, surtout à l'endroit de la jeunesse. Merci. Je m'appelle donc Philippe Valette, je suis océanographe. Je suis ici au titre de la Fondation de la mer ce soir. Je vous encourage à regarder toutes les activités de la Fondation de la mer, qui fait beaucoup pour défendre la biodiversité. J'ai dirigé le projet de Nausicaa, le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer, pendant 9 ans. Ensuite, j'ai été directeur général de Nausicaa pendant 30 ans. Et je suis aujourd'hui président du Réseau mondial des aquariums, qui organise les congrès mondiaux d'aquariums tous les 3 ans. Et j'ai diverses activités, notamment à l'international. J'ai beaucoup œuvré pour que, par exemple, pour que la Journée mondiale de l'océan soit reconnue et officiellement par les Nations Unies. Donc j'ai usé beaucoup de chaussures dans les couloirs des Nations Unies à New York. Et on a réussi en 2008, je crois. J'ai, avec mon équipe de Nausicaa, fondé Mr. Goldfish, qui est un conseil de consommation durable de produits de mer. Et puis, je suis aujourd'hui dans diverses associations, certaines internationales, comme
le Forum Global des Océans, qu'on a fondé en 2002 à Johannesburg, lors du Sommet mondial du développement durable, et qui œuvre pour finalement mettre, entre autres, les États devant leurs responsabilités et de dire, voilà, vous avez pris tels engagements, vous en êtes plus. Donc, voilà, puis je suis également assez actif dans des associations, dans des fondations telles que One Ocean. Je vous encourage à regarder les extraordinaires images que fait One Ocean avec Alexis Rosenfeld. Voilà, donc je m'arrêterai là, mais je pense qu'on aura des questions. Nous aimerions commencer par discuter plus en détail de vos contributions respectives en faveur de la préservation de la biodiversité et donc plus généralement comment devenir acteur de la protection de la biodiversité. Donc Virginie Aguillon, la 4e édition du concours, donc en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco et sous le haut patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO, a pour thème Préservons nos ressources, ambitions citoyennes et environnementales. Donc, quelle influence positive l'existence d'un tel concours aura-t-elle sur la préservation de l'environnement et de la biodiversité? Alors, on espère qu'elle aura un impact sur la jeunesse qui va participer. Participer, c'est eh bien, avoir l'occasion de vivre une expérience, puisque des ateliers sont proposés dans le cadre du concours, des ateliers qui sont pensés avec nos partenaires. On a aussi Jane Goodall Institute à nos côtés, et de pouvoir encourager les étudiants à sortir du contexte de l'école avec leurs professeurs et d'aller à la rencontre de solutions autour de leur environnement, c'est-à-dire des entreprises engagées, des solutions bleues, vertes, mais aussi mener des actions à impact avec, on les encourage avec les clubs de sport environnants, de manière à ce qu'ils aient une expérience partagée ensuite et qu'ils vont nous raconter. Ils vont aussi visiter les ruches, peu importe où se trouve une école, que ce soit en bord de mer ou à la montagne, sur tous les territoires, il y a des actions à impact qui sont menées par la collectivité, par les entreprises, et on les encourage à aller partager sous forme d'ateliers ces expériences, à faire des treks éthiques et responsables, donc que ce soit au bord de la mer ou en campagne ou à la montagne. On peut, pendant qu'on se promène, avoir évidemment dans le cadre du programme scolaire l'explication de la biodiversité et en même temps nettoyer pendant qu'on se promène sur son passage. Donc c'est toute cette somme d'expériences avérées qui va permettre ensuite aux étudiants de nous raconter selon le mode d'expression de son choix. On a voulu vraiment embarquer tout le monde et ne laisser personne de côté. C'est la raison pour laquelle on peut concourir en faisant pour les plus petits un dessin ou un texte de slam ou de rap ou une BD, peu importe. Le mode d'expression avec lequel on est à l'aise va permettre à l'étudiant de raconter l'expérience qu'il a partagée sur le territoire avec son professeur. D'accord. Et donc, vous avez déjà organisé un concours sur le thème de l'océan en 2021. Et donc, quelle différence en termes de participation ou de rendu attendez-vous par rapport au concours de 2021, justement? Alors, le concours de 2021, c'était une 2e édition. On a de plus en plus, évidemment, de participants. On est à 71 000 contributions, ce qui est énorme dans un concours qui s'adresse à la jeunesse. Et on a des partenaires aussi nouveaux. On a, c'est vrai, avec l'UNESCO, des nouveaux leviers qui nous permettent d'embarquer plus d'établissements et plus de périscolaires aussi avec nous. Le thème est plus général. L'océan, c'est bien évidemment important. L'eau, c'est la vie. Enfin, tout ça, c'était une dynamique formidable. On avait eu énormément de participants. Mais le fait d'être sur les ressources dans leur globalité, on peut intéresser les jeunes sous divers axes. Ça peut être la question animale, la biodiversité marine. En fait, on peut avoir des tas de personnes qui aient une attirance pour un environnement dans la globalité des ressources, y compris d'ailleurs dans la ressource citoyenne. Puisqu'on démarre par l'épanouissement citoyen, individuel, il y a des tas d'ateliers qui sont proposés. Il faut déjà qu'on soit bien en accord avec soi-même pour ensuite penser au collectif et ensemble mener des actions à impact. Donc on essaie d'être le plus large possible et
On espère évidemment avoir de plus en plus de participants en langue française à travers le monde. Merci beaucoup. Enfin, Philippe Valette, le premier traité international portant sur la protection de la haute mer, sur lequel vous avez travaillé, a été signé en septembre 2023 par 67 pays et par l'Union européenne. Et ce traité historique pourrait être mis en application, entrer en vigueur dès 2025, avec la conférence des Nations Unies sur les océans, en 2025. Pouvez-vous nous en parler plus précisément? Et pouvez-vous nous expliquer quelle pourrait être la portée d'un tel traité pour la protection de la haute mer et plus particulièrement pour la protection de la biodiversité marine? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la haute mer. La haute mer, c'est ce qui est au-delà des zones économiques exclusives, qui font 200 milles, donc en gros un peu moins de 400 km, des côtes de chaque pays, sauf en Méditerranée, où c'est un peu particulier. Et donc, en dehors de ces zones économiques exclusives, on trouve la haute mer qui couvre en fait 50% de la surface de la planète, c'est-à-dire 60-70% de la surface de l'océan. Donc c'est un espace qui est gigantesque, qui jusqu'à présent était peu géré, je dirais, et ce traité de la haute mer a été une avancée extraordinaire parce que cela permet de protéger en grande partie la biodiversité qui vit. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, on pense tout de suite, il faut s'occuper de la pêche. En fait, le traité de la haute mer ne porte pas sur la pêche, justement, parce qu'on n'aurait jamais réussi à aboutir. Mais les contraintes du traité font que la pêche est forcément concernée. Donc, il s'agit de mieux répartir, de répartir plus équitablement les ressources génétiques, par exemple, ressources génétiques ou de molécules marines. Vous savez que ce qui s'est passé en Afrique, par exemple, avec les molécules qu'on a trouvées partout dans les pays africains, pour ouvrir la porte vers de nouveaux médicaments, eh bien, les pays africains dont étaient issues les molécules n'ont rien eu, aucune précaution, aucune disposition particulière pour pouvoir y avoir droit. Donc, ce qu'on a voulu, c'est qu'en mer, en haute mer, une fois de plus, les pays en voie de développement ne se contentent pas de regarder le train passer. Et ce traité de haute mer permet de le faire, puisqu'il n'y a que peut-être 10 pays qui sont capables d'investiguer les grands fonds. Eh bien, grâce à ce traité, tout le monde aura un accès aux découvertes. Il y a aussi la faculté de pouvoir créer des zones protégées en haute mer, ce qui est important, notamment sur le chemin des grands migrateurs, et puis les endroits où on a découvert des espèces de nurseries permanentes de plancton qui servent plancton, phyto, zoo, les petits poissons qui viennent le manger, etc. Et avec les grands prédateurs qui arrivent. Donc ça, c'est aussi une avancée extrêmement importante. On a aussi décidé de faire des estimations, des assessments de ces espaces marins qui sont... Avant, il n'y avait aucune possibilité d'investiguer. Maintenant, il y a dans ce traité le devoir de le faire. Voilà. Et puis, le quatrième aspect, c'est aider les pays en voie de développement pour qu'eux aussi puissent bénéficier de toute cette connaissance et de tous les outils qui permettent de gérer la haute mer. Les pays développés mettant effectivement de l'argent pour pouvoir le faire. Et donc, par rapport à une quarantaine d'années, par rapport au moment où vous êtes entré en fonction au sein de Nausicaa, est-ce que vous avez assisté à une prise de conscience de la nécessité de protéger la biodiversité, particulièrement de la biodiversité marine? Alors, le monde a complètement changé. Honnêtement, quand j'ai commencé à
concevoir Nausicaa avec mon équipe, j'ai voulu pas seulement faire un aquarium, pas seulement faire un musée sur la pêche, j'ai voulu faire un centre sur la gestion des océans. Mais vous ne pouvez pas savoir, on m'a éclaté de rire au nez en disant mais les océans, ça ne se gère pas, les océans c'est immense, on peut faire ce qu'on veut, etc. Mais malheureusement, d'une certaine façon, j'avais raison, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que le monde est un monde fini, que les océans, si vous prenez une orange, les océans c'est épais comme une feuille de cigarette au-dessus de l'orange. Donc, si vous voulez, c'est un espace qui est extrêmement fragile. Et les esprits, donc toute ma vie, j'ai fait de la communication pour éveiller l'attention de tout le monde, que ce soit le grand public ou que ce soit les décideurs. Mais depuis, je dirais, 15 ans, les choses sont allées à une vitesse comme jamais j'aurais pu rêver que ça aille aussi vite. Donc, effectivement, maintenant, d'ailleurs, vous voyez bien que dans les discours politiques, depuis 20 ans, il n'y a pas un discours sans qu'on parle de durabilité, de biodiversité souvent, etc. Le monde a changé, vraiment, et ça c'est extrêmement positif. Donc aujourd'hui, les consciences sont éveillées pour la plupart. On est vraiment sur une courbe qui est montante. Simplement, aujourd'hui encore, la dégradation va plus vite, voire beaucoup plus vite, que l'action qui pourrait déboucher de cette conscientisation. Donc, il y a un moment, il faut que les courbes se croisent. Et on n'en est pas là encore. C'est ce qu'on rappelait en introduction. Donc, effectivement, mais il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Et il faut surtout pas se contenter de donner les mauvaises nouvelles, il faut aussi donner les bonnes nouvelles parce que ça donne de l'espoir. Regardez en Méditerranée, par exemple, sur les côtes françaises, il n'y a jamais eu autant de poissons. D'une certaine façon, malheureusement, je suis un vieux plongeur, donc ça fait 50 ans que je plonge sur ces côtes, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de poissons que quand j'ai appris à plonger. Donc, ça, c'est très positif. Et pourquoi? Parce que les grandes cités se sont équipées de stations d'épuration. Et ça a été fondamental. Et puis, bon, en plus, maintenant, il y a des aires marines protégées, des parcs marins, etc. Donc, ça, c'est très important. Et ce qui est très important, c'est que ça a été fait intelligemment, parce que ça a été fait avec les pêcheurs, par exemple, avec les acteurs. Vous prenez les parcs des Calanques autour de Marseille, ça a été fait grâce à des comités de gestion avec tous les acteurs. Et moi, si j'ai une grande leçon que j'ai reçue et que je vous adresse, c'est qu'il faut toujours faire avec et jamais contre. Parce que contre, vous allez vous trouver devant des murs. Essayer de faire avec, c'est beaucoup plus difficile, mais par contre, c'est beaucoup plus positif sur le résultat. Merci beaucoup. À propos, quand vous revenez sur les difficultés de mise en action politique que vous évoquiez, nous aimerions utiliser ce deuxième moment de la table ronde pour nous concentrer sur ce que chacun et chacune d'entre vous, du point de vue de son champ d'action respectif, considère comme les barrières les plus difficiles à surmonter pour protéger la biodiversité. Et donc, pour continuer, Philippe Valette, pourriez-vous nous expliquer les difficultés qu'il y a à prendre en compte ou que vous avez pu rencontrer lors des négociations internationales? Dans les négociations internationales, d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà assisté ou si vous avez une idée de ce que c'est quand vous êtes aux Nations Unies, dans les grandes salles, etc., que chacun demande la parole, chaque pays, etc. C'est extrêmement long et laborieux. Et il faut vraiment être un spécialiste pour gérer les virgules, les crochets, les parenthèses, etc. Vous avez un texte au bout d'un moment qui est absolument illisible. Mais heureusement, les spécialistes arrivent à le dire. Et ce que je veux dire, c'est que, évidemment, chaque pays défend ses intérêts. C'est normal. Mais l'intérêt supérieur,
qui, au bout du compte, permet d'avoir un impact positif sur son propre intérêt, doit primer. C'est-à-dire que si vous défendez à court terme votre intérêt, il n'y a rien qui va se faire et tout le monde va perdre. Alors que si on a la capacité de prendre de la hauteur et de pouvoir être convaincu et convaincre, et de ce point de vue-là, l'Union européenne a un rôle fondamental dans toutes les négociations internationales, parce que l'Union européenne a un poids, et effectivement, c'est l'Union européenne qui négocie pour les pays européens. Et donc représente 450 millions d'habitants. Alors, c'est ça, je dirais, la difficulté, c'est de réussir à convaincre et à passer à l'action. Et pour ça, il faut réussir à communiquer. Communiquer, c'est communiquer, pas tout le monde, mais c'est aussi communiquer en petits cercles, etc. Je peux prendre l'exemple de Mr. Goldfish, qui a été donc créé il y a plus de 10 ans, et qui aujourd'hui est un label, entre guillemets, parce que c'est plus un conseil de consommation, qui rend son pouvoir au consommateur. C'est-à-dire que le consommateur est celui qui choisit in fine ce qu'il achète. Et donc, le consommateur a un impact sur le marché. Et aujourd'hui, Mr. Goldfish, les adhérents, c'est Intermarché, Auchan, Métro Cash & Carry, etc. Et puis plein de restaurants, de cantines scolaires, etc. Donc aujourd'hui, vous avez, on avait une idée au départ, on s'est dit, cette idée-là, elle est ambitieuse, comment est-ce qu'on va changer la consommation? Eh bien, on y arrive par le biais justement des intermédiaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'une façon générale, quand vous avez une idée, il faut avoir des fortes ambitions. Même si vous ne voyez pas le chemin qui va permettre d'atteindre des objectifs, il ne faut jamais lâcher et il faut pouvoir effectivement aller au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Il ne faut pas se priver d'avoir une ambition et des objectifs qui soient au-delà de ce qu'on peut imaginer. Au début, on ne sait pas comment atteindre ces objectifs, mais on sait qu'ils sont louables et que c'est ça qu'il faut faire. Eh bien, il faut y aller. Merci. Pour revenir sur les difficultés rencontrées, Virginie Allan, avez-vous rencontré certaines difficultés dans la mise en place de ce concours et plus particulièrement, avez-vous rencontré des difficultés à mobiliser les jeunes? Non, moi je vous dirais que j'ai que des choses positives à raconter au niveau de la biodiversité. C'est un sujet qui intéresse, qui interpelle. Et la jeunesse est très sensibilisée, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, ils rentrent souvent dans les familles, ils disent ah là, est-ce que ils questionnent leurs parents par rapport à ce qu'on a vu avec eux en classe et franchement ils sont hyper motivés. Moi je suis très positive quant à ça. Ils produisent tous les ans des quiz qu'ils partagent d'ailleurs en famille, mais aussi en forme de micro-trottoir avec leurs professeurs. On a plein d'expériences comme ça à raconter. Donc ils sont très sensibilisés, sensibles. Et je crois beaucoup en la jeunesse et toutes les formes ludiques pour leur permettre bien d'appréhender, d'avoir aussi une vision encore une fois et de pouvoir s'exprimer. Je crois dans la valorisation et dans la récompense. Il faut vraiment essayer de trouver un modèle qui permette de récompenser ceux qui agissent bien dès le plus jeune âge. Essayer de penser à une formule de passeport à point vert ou j'en sais rien, à trouver quelque chose qui permette très tôt de valoriser l'engagement citoyen dans la biodiversité, dans la préservation des ressources. Parce que c'est très tôt qu'on apprend des mécaniques, des habitudes, plutôt que nous, dans nos tranches d'âge, en tout cas pour moi qui suis plus âgée que vous, c'est difficile dans notre quotidien d'intégrer de nouveaux process. Même si on est sensibilisé, même si on est engagé, on change d'habitude. C'est jamais facile. Voilà. Plus tôt c'est, mieux c'est, je pense, évidemment. Merci beaucoup. Pour revenir sur le sujet de la pêche que vous avez évoqué précédemment, Philippe Valette, ce lundi 22 janvier, la pêche a été interdite pour plus
plus de 450 bateaux pour un mois dans le golfe de Gascogne, afin de préserver les dauphins des captures accidentelles qui causent une surmortalité des dauphins sur la façade atlantique. Cette décision, inédite depuis 1945, a suscité de vifs débats entre des associations qui défendaient les intérêts de groupes avec des intérêts parfois divergents. Ainsi, comment concilier la protection de la biodiversité marine et l'intérêt économique des pêcheurs, et comment favoriser l'acceptabilité de ce type de décision? Alors, il se trouve que j'étais pendant longtemps au bureau du Conseil national de la mer et des littoraux, sous l'égide du ministère de l'écologie, enfin, du Premier ministre. J'étais en charge, j'étais président du groupe, justement, en charge de la préservation des cétacés, notamment dans la côte de Gascogne. Alors, vous savez, je pense que c'est très important de faire des alliances. Je vous l'ai dit, de ne pas faire contre, mais faire avec. Les premiers que je voulais avoir avec moi, c'était les pêcheurs. Je suis allé voir les pêcheurs, il se trouve que je les connais un peu, puisque je suis océanographe spécialisé en pêche, donc pour moi, c'était pas un terrain que je connaissais pas, loin de là. Et j'ai discuté avec eux, et ils m'ont dit, mais tu sais, Philippe, nous aussi, on aime les dauphins. Nous aussi, nous non plus, on veut pas les tuer, les dauphins. On veut les protéger. Et donc, ils cherchaient tout un tas de procédés pour pouvoir faire en sorte que les dauphins s'éloignent des filets, etc. Et bien sûr, ce qu'il fallait éviter, c'était l'arrêt de la pêche. Alors, moi j'avais proposé qu'on fasse un groupe de travail avec les ONG, avec les pêcheurs, mais pas seulement, avec aussi tous ceux qui ont une interaction avec les cétacés. C'est-à-dire, pourquoi pas les coureurs au large, les plaisanciers, tous les gens qui font du whale watching, etc. Bon, pour des raisons diverses, je ne suis pas allé complètement au bout de la démarche. Et c'est vrai qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et pour moi, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire que, quelque part, c'est un constat d'échec d'en arriver là. Alors, les pêcheurs, bien sûr, ça les arrange pas quand ils tuent les dauphins, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le comportement des dauphins change. Et en particulier, semble-t-il, avec le changement climatique, et aussi avec la mondialisation. C'est-à-dire que les dauphins se nourrissent entre autres d'anchois. Aujourd'hui, est-ce que vous savez à combien on peut acheter 1 kilo d'anchois à Rungis, anchois qui provient d'Afrique du Sud? 50 centimes. Comment voulez-vous que les pêcheurs français sortent de l'anchois à 50 centimes? Donc du coup, les anchois pullulent dans le golfe de Gascogne et les dauphins se rapprochent pour les manger, etc. Donc si vous voulez, la situation elle est très complexe, vous voyez. C'est pas d'un côté les gentilles ONG et de l'autre côté les méchants pêcheurs. C'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que moi je voulais mettre en place un système, appelons ça comme ça, de décrispation. Bon, pour des raisons diverses, et notamment par le fait que j'ai pris ma retraite, je ne suis pas allé au bout, parce que du coup c'est mon remplaçant qui a pris ma place au Conseil national de la mer et des littoraux, mais si vous voulez, je crois que c'est très important toujours de faire avec. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je vous le dis, pour moi c'est un constat d'échec, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à trouver les bons procédés pour protéger les dauphins. Alors après, il faut regarder combien ça représente de dauphins, on le sait, on s'est fait une estimation, etc. Quelle est la population, la vraie population de dauphins actuellement? Pardon si je choque quelques-uns, moi aussi j'aime beaucoup les dauphins. J'avais beaucoup rencontré en plongée, etc. Mais
quand on parle d'écosystème, il faut savoir si, pardon si je vous choque, mais tuer quelques dauphins, est-ce que c'est grave? Un dauphin, tuer c'est grave. Je suis d'accord, mais sur le plan des écosystèmes, des équilibres globaux, ce qu'il faut, c'est savoir quelle est la vraie population de dauphins et quelle est la proportion que l'on tue. Encore une fois, c'est pas bien de tuer les dauphins. On est d'accord. Et les pêcheurs, ils veulent pas tuer les dauphins non plus. Mais ce qu'il faut, c'est trouver des procédés qui permettent de ne pas le faire. Moi, j'ai regardé les procédés avec des bulles d'air sur les appareils de pêche. Alors maintenant, on met des pingers, c'est-à-dire des petits procédés qui émettent un son qui est susceptible de prévenir le dauphin qu'il y a un appareil de pêche en mer et qu'il ne faut pas approcher. Simplement, les dauphins, ils ont oublié d'être cons. Et quand ils entendent des pingers, ils se disent « Ah bah chouette, il y a des filets, on va pouvoir se servir sans courir après le poisson. » Ce qu'ils font. Donc vous voyez, c'est très complexe. Merci. Donc nous aimerions désormais discuter du rôle de chacun et chacune dans la mise en place des politiques publiques liées à la préservation de la biodiversité. Et donc une question qui s'adresse à tous les trois. Comment recentrer les politiques publiques autour de la protection de la biodiversité tout en préservant un certain équilibre socio-économique, ce qui est assez difficile comme illustre aujourd'hui la situation des agriculteurs par exemple? Moi, du coup, sur cette question, je vais répondre avec ma casquette professionnelle. Je travaille pour une collectivité, j'ai la chance de représenter un territoire très engagé avec ses solutions innovantes, ou en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que c'est le territoire pour lequel je suis en charge du développement économique. On est très sensible depuis longtemps. On a même été assez avant-gardiste sur beaucoup de choses dans les centres-villes. Je vais parler même pour Nice, où la végétalisation, toutes les solutions innovantes en termes de capteurs aussi pour prévenir, anticiper, même les systèmes d'éclairage qui permettent justement à cette biodiversité de nuit à revenir en centre-ville, faire en sorte que les abeilles puissent aussi ne pas être repoussées. Donc il y a eu des tas de systèmes et d'innovations pour lesquels évidemment il y a eu un soutien d'action publique locale pour que ces innovations puissent d'abord être testées et ensuite puissent être développées sur le territoire et ailleurs. Donc j'ai cette chance d'être dans une collectivité très engagée. Pour l'association, on a une action plus privée en fait. On n'est pas dans le domaine public entre guillemets, donc c'est difficile de répondre à cette question. Nous, on a un engagement citoyen. Alors votre question, elle est compliquée. Enfin, la réponse est compliquée. La question est très simple. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est réussir dans un monde parfait. On n'oppose pas la préservation de la biodiversité avec l'économie. Et effectivement, moi, à mon petit niveau de directeur général de Nausicaa, j'ai par exemple créé un Living Lab, c'est-à-dire un lieu où des gens qui ont l'idée d'une start-up peuvent venir travailler, avoir tout à disposition, y compris d'ailleurs pour certains la disposition de grands bassins. Et à Nausicaa, on a un bassin de 18 mètres cubes, donc il fait 60 mètres de long, 35 mètres de large, enfin 8 mètres de profondeur, qui permet de faire des tas d'expérimentations, et actuellement il y en a d'ailleurs, et qui est une espèce de laboratoire. Vous voyez. Ça permet de mettre au point les produits futurs, et à Nausicaa, comme il se trouve qu'on a beaucoup de visiteurs, on peut aussi interroger les visiteurs dans un forum spécialement conçu pour faire des statistiques, vous voyez.
et demander l'avis aux futurs consommateurs que sont nos visiteurs pour effectivement. Donc, si vous voulez, l'éducation, l'économie, la préservation de la biodiversité, pour moi, ça doit marcher ensemble. Et chacun doit pouvoir se renforcer intelligemment. Donc, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Alors, répondre précisément à votre question, moi, je vous l'ai dit, c'est compliqué, mais en tout cas, moi, je peux témoigner que c'est possible de faire des choses, de tenter des choses concrètes. Pour clore cette table ronde, nous proposons de discuter des manières dont on peut recentrer les discussions collectives sur la préservation de la biodiversité. Avec cette première question, comment favoriser une plus grande prise de conscience du grand public, particulièrement de la jeunesse et particulièrement du fait de notre présence ici, de la jeunesse en école d'ingénieur, vis-à-vis des questions de biodiversité. Écoutez, nous, au travers du concours, c'est un vecteur formidable parce que c'est leur donner la parole, c'est les impliquer, c'est mener des actions à impact, donc c'est leur faire prendre conscience et en espérant que ça guide leurs choix à venir. Voilà, moi, je suis très optimiste en tout cas quand je rencontre la jeunesse, je me dis qu'on n'a pas trop à être inquiet en fait, j'ai l'impression qu'ils se comportent même mieux que certains adultes en vérité, donc je suis assez confiante. Moi, je crois qu'il faut... D'abord, il y a plein d'outils de communication. Ce qu'il faut, c'est, quand on a un objectif, c'est réussir à mettre un peu d'ordre pour avoir un vrai plan stratégique de communication. Et ce qu'il faut, à mon avis, au-dessus de tout, c'est avoir de l'ambition. C'est être ambitieux sur l'objectif à atteindre. Je vous ai parlé de courbes qui étaient susceptibles de se croiser. Aujourd'hui, la dégradation va plus vite que l'action. Mais donc il faut aller de plus en plus vite, nous, pour réussir à stopper cette dégradation. On a très peu parlé de changement climatique, mais c'est vrai que ça, il y a de quoi s'arracher les cheveux, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à aller plus vite, à passer à la vitesse supérieure. Moi, quand je vois ce qui s'est passé ces 20 dernières années, moi aussi, je suis optimiste. Mais comme il faut courir de plus en plus vite, il faut être de plus en plus efficace. Hein. Donc, mais la communication, l'éducation, vous êtes l'élite française en matière d'agronomie et de biodiversité. Je suis d'ailleurs très honoré de parler devant vous. Mais c'est aussi vous qui tenez entre vos mains cet avenir. Donc, apprenez à courir vite, pas dans n'importe quelle direction. Essayez vraiment de mettre en place des stratégies. Mais je suis sûr que c'est possible de se sortir de cette situation qui aujourd'hui peut inciter certaines personnes à sauter par la fenêtre. Je pense qu'il ne faut pas sauter par la fenêtre, surtout si on n'est pas au rez-de-chaussée. Et il faut se battre et avoir l'ambition de réussir. Je crois qu'on peut aussi ajouter que la jeunesse n'est pas responsable des états de fait, en fait. Aussi. Il ne faut pas culpabiliser. C'est plutôt à cause de nous, de nos parents. Et en fait, on vous a légué quelque chose qui n'est pas en super forme. Mais moi, je trouve que vraiment, j'ai confiance en vous. Vraiment. Mais ce qu'il y a, c'est que quand des mauvaises langues nous disent que les supercalculateurs qui nous permettent de regarder Facebook, etc. Enfin, Facebook, il paraît que c'est complètement dépassé, moi, permettez-moi. Les supercalculateurs, ils dépensent la moitié de l'énergie qu'on consomme, c'est vrai que ça fait peur. Donc le monde change, il faut tout le temps s'adapter.